Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus dans le choc des idées, votre rendez-vous du dimanche sur Sud Radio, dans lequel on n'a pas peur d'affronter les idées qui dérangent. Toujours en compagnie de Stéphane Simon. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Ainsi que du directeur du magazine L'Incorrect, toujours dans vos kiosques d'ailleurs, Arthur de Vatrigan. Bonjour. Bonjour. Je le précise, le dernier numéro de L'Incorrect dans nos kiosques, avec une très belle couverture. Destin français, Marguerite Stern, Marion Maréchal et Alexandre Devecchio. Quels sont leurs points communs et leurs divergences? C'est ce que vous racontez dans ce magazine. Aujourd'hui, avec vous deux, chers amis, dans le choc des idées, nous allons reparler de l'école. Est-il encore temps de sauver l'école publique? Oui, l'école publique face parfois à la montée de l'insécurité, du communautarisme, mais pas seulement. Pourquoi de plus en plus de Français ne font plus confiance à l'école? Tant et si bien que dans les 10 années qui viennent, d'ici 10 ans, les élèves de 6e seront plus nombreux dans le privé que dans le public. C'est une projection qui est parue cette semaine et qui a fait froid dans le dos à beaucoup de profs. On va en parler notamment avec notre invité qu'on accueille avec plaisir, Jean-Pierre Robin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment un cri d'alarme. Comment a-t-on laissé l'islamisme pénétrer l'école? Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école? L'un des grands mots de cette école dont on va parler avec vous. Vous êtes ancien inspecteur général de l'éducation nationale avec un parcours très riche et beaucoup d'alertes que vous avez données. Mais avant ça, si vous le permettez, je vous propose de laisser une carte blanche à notre ami Stéphane Simon. Ça parle aussi de l'école, malheureusement. Je voulais revenir sur le procès en appel des complices de l'assassin de Samuel Paty. Le délibéré a été rendu lundi soir par le tribunal de Paris et la justice est apparue alors, encore une fois, comme une vraie loterie. Elle est capable d'affirmer en première instance ce qu'elle infirme en appel. Sur l'essentiel, la cour d'assises antiterroriste a tenu bon et confirmé la réalité d'une fatwa numérique. C'est-à-dire que le fait de désigner une personne, de la cibler, de l'exposer à la vindicte sur les réseaux sociaux relève bien d'un processus terroriste et ça, c'est sauvé. Mais le père de famille, Brahim Chnina, père de la petite menteuse qui est à l'origine de toute l'affaire Paty, ce parent d'élève qui a lancé la campagne de haine contre le professeur, a vu sa peine ramenée de 13 à 10 ans. C'est pourtant lui qui a posté les vidéos appelant à manifester contre le professeur. C'est lui qui a donné l'identité du professeur et le lieu d'exercice de ce professeur d'histoire géo. C'est lui encore qui se sera entretenu, je dis bien sera et pas serait, entretenu au téléphone avec l'assassin pendant 1 minute et 21 secondes sans que l'on ne sache jamais le contenu de cette conversation. Et les deux copains de l'assassin, Naïm Boudaoud et Azim Espirkanov, eh bien leur peine pour complicité de terrorisme est passée à association de malfaiteurs de droit commun. Par quelle magie? Ce sont pourtant eux qui ont été chercher des armes avec l'assassin et l'ont déposé le 16 octobre devant le collège. Ils ont vu leur peine passer donc de 16 ans à 6 et 7 ans. C'est-à-dire qu'ils vont ressortir dans les jours qui viennent. Et c'est là que ça crispe. Parce que les magistrats ont estimé qu'ils ne savaient pas exactement à quoi allaient servir ces armes achetées ensemble. Et cet aveuglement, eh bien, n'est-il pas coupable? La justice, par ce fait, n'incite-t-elle pas à l'irresponsabilité? Seul le prédicateur de haine, Abdelhakim Sefrioui, le faux imam, sans doute desservi par la plaidoirie de son avocat, maître Francis Villemain, a vu sa peine, elle, confirmée à 15 ans de réclusion. Les magistrats professionnels n'ont pas suivi cet avocat qui voulait faire de l'accusé une victime et de la victime un accusé d'islamophobie. Non, les magistrats ont estimé qu'au vu de l'enquête, Samuel Paty n'avait jamais discriminé et n'était pas l'auteur d'actes d'islamophobie. Maître Villemain, qui a irrité tout le monde par ses outrances et sa plaidoirie décousue, n'a jamais apporté le moindre début de preuve de ce qu'il affirmait et la justice ne lui a pas pardonné ses outrances et ses fake news. En colère après le délibéré, Bernadette Paty, la mère de Samuel, est sortie de sa réserve après 5 ans de silence. Elle s'exprimait pour la première fois et a dit « La Cour a abandonné notre fils Samuel ». Puis, elle s'est consolée à l'évocation de la sortie du film qui va poursuivre l'œuvre de mémoire autour du prof assassiné. Alors parlons-en. C'est cette semaine qu'UGC a annoncé la sortie de ce film, fidèle aux faits, écrit à la lumière des enquêtes et des procès, réalisé
réalisé par un expert en la matière, Vincent Garinck, avec les excellents acteurs Antoine Reynards et Emmanuel Berco. Et ce film, tourné l'été dernier, s'appelle L'Abandon. Tiens, le titre était donc prémonitoire. Quand le film sortira, et puisqu'il se veut fidèle à l'histoire vraie des derniers jours de Samuel Paty, chacun pourra se faire alors une opinion. Et c'est au final ce que retiendra le tribunal populaire de l'histoire. Cela m'inspire une question pour vous, Jean-Pierre Aubin, vous qui vous êtes beaucoup ému de l'entrisme islamiste dans les écoles. Est-ce que c'est important pour vous de perpétuer le souvenir de Samuel Paty à travers une œuvre, un film de cinéma par exemple? Est-ce que c'est peut-être plus important encore que les détails du verdict? Oui, ça me semble extrêmement important. Alors, je ne connais pas le film ni le synopsis, donc je ne me prononcerai pas sur le contenu du film, mais l'idée même d'un film est quelque chose de remarquable, de nécessaire surtout. Trop de choses sont restées non dites, y compris dans les deux procès. Je vais dire mon sentiment sur le procès en appel. Pour moi, il y a une mauvaise et une bonne nouvelle dans ce verdict. La mauvaise nouvelle, c'est évidemment la diminution des peines, c'est-à-dire le fait que ça envoie à l'opinion publique et à la société française un mauvais signal sur la détermination de la France, pouvoir judiciaire, pouvoir politique, à être solide sur un certain nombre de valeurs, dont la laïcité. Intraitable parce que la vie des professeurs en dépend. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Les profs ont peur », qui montre les ravages qu'a produit le traumatisme, qu'a produit l'assassinat de Samuel Paty sur le long terme chez les professeurs et en particulier chez les professeurs d'histoire-géographie. Et on n'est pas prêt de se guérir de ce traumatisme-là. Bon, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est la confirmation du verdict concernant Sefrioui. Le prédicateur. Le prédicateur. Ouais. Pourquoi ? Parce que la défense de Maître Villemain, son avocat, était d'utiliser les déclarations et la conduite d'un certain nombre d'acteurs de l'institution de l'éducation nationale pour construire sa défense. C'est-à-dire que Samuel Paty avait été l'auteur de discrimination, il était islamophobe, ouais, etc. Et ça, il pouvait s'appuyer sur des déclarations, sur des postures d'acteurs internes qui n'ont jamais été placés en face de leurs responsabilités jusqu'à présent. Si ce film peut les placer ouvertement devant leurs responsabilités, devant les responsabilités, devant les conséquences de leurs paroles et de leurs actes, je dirais tant mieux. Mais pour l'instant, il y a tout un pan de l'affaire Paty qui est resté dans l'ombre. Et ce mot d'ailleurs, l'abandon, qui est le titre de ce film qui sortira, est-ce que c'est un terme qui pour vous résume ce qui est arrivé à Samuel Paty ? Excellent. Le symbole de cet abandon, c'est le marteau qu'on a trouvé dans son sac à dos le jour de l'assassinat. Oui. C'est terrible. Hein, et je peux vous dire pourquoi il avait ce marteau, Stéphane, dans son sac à dos. C'était un marteau que son père lui avait offert quand il était étudiant, et c'est parce qu'il se savait menacé par il pourrait s'en servir. On voit à quel point c'était dérisoire, évidemment. Et ça, cette histoire, ce symbole-là, il m'a été rappelé à plusieurs reprises dans les témoignages que j'ai recueillis auprès d'enseignants. Exactement. Arthur de Vatrigan. Le film n'est pas sorti, qu'il est déjà soumis à la critique à partir d'une affiche, à partir d'une bande-annonce. On crée un débat. Alors, si un débat, c'est pas sur des qualités esthétiques ou artistiques, sauf à croire comme si on lisait une 4e de coup, on pouvait faire une critique d'un bouquin. Donc, ça veut dire qu'il y a matière à un débat sur ce sujet. Et c'est ça le problème, c'est d'où il y a un débat sur le sujet. Mais il y a un débat sur le sujet parce que ceux qui ont été mis en examen sont reconnus coupables. On a vu que pour la majorité d'entre eux, le jugement a été rabaissé. Et il y a ceux qui n'ont jamais été poursuivis. Il y a les proviseurs, le rectorat, Madame Avenel, je rappelle, qui a un suicide sur les bras quelques années après, et elle n'a toujours jamais été inquiétée, les parents d'élèves, les collègues et tous ceux, et ils sont très nombreux, qui ont usé du terme de l'islamophobie comme jamais, terme qui, je rappelle, a été inventé pour armer les traites, pour assurer les lâches et faire taire les autres, qui va de Monsieur Mélenchon à Madame Pécresse, qui parlait de ce fléau de l'islamophobie qui montait. Et donc à partir du moment où même ceux qui sont condamnés à des petites peines, et ceux qui ont participé et qui ont du sang sur les mains,
parce que les paroles, ça peut se traduire ensuite par des meurtres, n'ont jamais été inquiétés. On comprend pourquoi il peut y avoir un débat sur un film que personne n'a vu, sur un sujet qui ne devrait jamais créer ni la polémique ni le débat. Et pourquoi ce débat est loin de se clore, justement. Revenons sur l'un de vos ouvrages, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Robin. Le dernier. Prémonitoire, tristement d'ailleurs. Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école, c'est publié chez Herman. Oui, et puis on va parler aujourd'hui de l'éducation en péril, sous-titre « Quels enfants allons-nous laisser à notre monde ?» aux éditions Herman. C'est ce nouveau livre pour lequel vous venez nous voir, Jean-Pierre Robin, qui voyage aux différentes époques de l'éducation et qui montre que l'école n'est pas seule dans ce processus et n'a pas toujours été ce qu'elle est devenue, et qui diagnostique aujourd'hui, ce livre, une école en péril, une éducation en péril. En quelques mots, quels sont les fléaux qui rongent l'éducation qui est très abîmée aujourd'hui, Jean-Pierre Robin? Alors, je vais essayer d'être simple et synthétique. Oui, s'il vous plaît. Aller à l'essentiel. L'école publique française, l'école française, pas seulement publique, avec sa division entre le privé et le public, justement, est une école qui, dans le monde, se distingue par quelques traits très singuliers. Le premier, c'est que c'est une école profondément injuste. C'est parmi toutes les écoles du monde, d'après les études de l'OCDE, et en particulier l'étude PISA célèbre, c'est l'école qui présente les corrélations les plus importantes entre l'origine sociale, socio-économique plus précisément des élèves, et leurs résultats scolaires. Comme si, en France, on pouvait prévoir le résultat d'un élève qui rentre à l'école maternelle en sachant de quel milieu il est issu. Et ça, aucun autre pays au monde ne présente une telle caractéristique si prononcée. Ces études, je le rappelle quand même, font concourir plusieurs dizaines de pays, 50 à 60 pays, et la France arrive en dernière position. Bon. Et on sait plus précisément comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on regarde comment cette discrimination se construit au cours de la scolarité des élèves. À l'école maternelle, elle diminue. En CP, elle diminue. On va y revenir, mais après, quels sont les autres fléaux? Quels sont les autres fléaux? Voilà. Alors, les autres fléaux, c'est en particulier ce que je dis sur l'éducation. L'éducation pris au sens strict, c'est-à-dire au sens où on dit un élève ou un enfant bien éduqué ou mal éduqué. Alors, du côté de l'éducation, on a aussi une position singulière. À l'école primaire, les instits, comme on dit, éduquent les enfants, ont la responsabilité de l'éducation. Et puis ensuite, les profs en sont déchargés. Et on a embauché, au fur et à mesure que la violence augmentait chez les jeunes, et en particulier à l'école, au rythme des différents plans successifs, on a embauché des dizaines de milliers de surveillants, on les appelle aujourd'hui les assistants d'éducation, qui, sans aucune formation, sont chargés de l'éducation des élèves, de pallier ce défaut. Bon, et on peut se dire quand même que jusqu'à l'âge du collège, étant donné ce qui se passe aujourd'hui en termes de violence, on n'est pas adapté. On n'est pas adapté. Et en tout cas, l'école n'est pas à la page. Restez avec nous, Jean-Pierre Robin, si vous le voulez bien. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio, toujours en compagnie d'Arthur de Vatrigan et de Stéphane Simon, pour parler de l'avenir de notre école et notamment ce qu'il faut faire face à la montée de la violence et de l'indiscipline de beaucoup d'élèves. On en parle dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Le choc des idées sur Sud Radio avec Stéphane Simon, Arthur de Vatrigan. On est ensemble jusqu'à midi, on parle de l'école. L'éducation en péril, quels enfants allons-nous laisser à notre monde? C'est publié chez Herman, signé de notre invité Jean-Pierre Robin, qu'on remercie d'être parmi nous. Nous parlions à l'instant de la montée de la violence à l'école, la violence qui est souvent endémique à l'école, quelles que soient d'ailleurs les disciplines ou quelles que soient plutôt les classes d'âge. Il y a quand même un point noir, c'est le collège, c'est l'âge du collège, l'âge de l'adolescence. C'est pas très étonnant. Alors, dans votre ouvrage, L'éducation en péril, vous publiez des chiffres qui sont absolument stupéfiants. J'ai relu plusieurs fois en me demandant si c'était pas une coquille de votre éditeur. Je vous ai même appelé pour me confirmer ce chiffre. Vous parlez d'une étude de l'INSERM, donc sérieuse, de 2005, qui estime, tenez-vous bien, à 120 000 collégiens et lycéens qui ont frappé
tuer un de leurs professeurs dans l'année. Rappelons qu'il y a eu aussi, durant les 5 dernières années, 4 enseignants assassinés, et vous appelez ça le continent noir de la violence. Oui, c'est pas la seule forme de violence à l'école. Les violences entre élèves, violences sur les élèves de la part de certains professeurs, ça a défrayé la chronique cette année, notamment avec Betaram. Mais celui-là, c'est vraiment le continent noir. On n'en parle pas. Cette enquête de l'INSERM, extrêmement sérieuse, dont la principale autrice était Marie Choquet, qui est une grande épidémiologiste, directeur de recherche, a porté sur 16 000 élèves un échantillon, tout ce qu'il y a de plus fourni, la méthodologie extrêmement sérieuse, et à la question, parmi des dizaines d'autres questions à la question, avez-vous frappé au moins une fois un de vos professeurs dans les 12 derniers mois? Donc il y a 2% des élèves de 6e en terminale qui répondent oui. Et 20% qui, parmi eux, disent j'ai frappé plusieurs fois, donc des récidivistes. Ce qui se traduit en termes absolus en 120 000 agressions physiques d'enseignants. Ce qui ne veut pas dire 120 000 professeurs agressés. Hein, parce que il peut y avoir des agressions en bande, des professeurs qui ont... On est d'accord. Oui, voilà. Et en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que 2% des élèves, ça fait 1 sur 50. On est à presque 1 par classe, quasiment. Ouais. C'est énorme. Ouais. Voilà. Bah justement, on parle de ces élèves perturbateurs parce que c'est un phénomène en accroissement. Ces problématiques dès le primaire, ces enfants sans limite qui ne supportent pas la frustration et commencent dès l'âge de 8 ans. Et là, depuis 30 ans, on apprend dans votre livre que les plans ministériels de lutte contre la violence à l'école se sont succédés et se sont révélés incapables de maîtriser ce phénomène d'élèves perturbateurs. Alors, il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a d'abord les enfants perturbateurs, qui est un phénomène nouveau, qui se développe à partir de 2011-2012 à peu près, on n'en entend pas parler avant, qui sont les enfants très jeunes, qui ce vocable a cours à l'école primaire uniquement et à l'école maternelle. Et donc, ce que disent les acteurs de terrain, dont une circulaire d'un inspecteur d'académie dont je fais état dans le livre, c'est que ces enfants apparaissent dès la petite section d'école maternelle. Des enfants très violents, qu'on ne sait pas gérer, et qu'on va déplacer d'école en école. D'ailleurs, j'ai un témoignage qui montre que dans le département en question, l'inspecteur d'académie va déplacer les élèves des écoles où il n'y a que des femmes pour des écoles où il y a quelques hommes, comme instituteurs ou institutrices, de façon à mieux maîtriser ces enfants perturbateurs qui sont essentiellement des garçons. Arthur de Vatrigan ? Est-ce qu'on peut dégager des conclusions, des grandes lignes de ces études-là sur la violence? Est-ce que c'est parce que c'est l'enfant roi, comme vous le racontez dans un de vos chapitres, donc le refus d'éduquer à la frustration? Est-ce que c'est une culture haute qui vient s'affronter avec une culture déjà présente et donc ça crée de la violence? Est-ce que c'est une non-éducation? Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer? Alors, moi, je tire certaines conclusions. Je suis pas sûr que l'institution et les ministres aient réussi à jamais tirer la moindre conclusion. Ça tombe bien, c'est vous qu'on invite et pas eux, justement. Donc, quelle conclusion peut-on trouver? Conclusion, c'est que cette vague de violence qu'on voit démarrer dans les années 90, à peu près, à l'école, est une vague de violence qui est multifactorielle, en fait, qui a plusieurs causes. La première, c'est la crise de l'autorité. Sur la longue durée, il y a une crise de l'autorité qui fait que les enfants, dans la famille ou à l'école, ne sont plus soumis à l'autorité des adultes. Donc, responsabilité première des profs et des parents, dans les années 90. Et des parents et d'une idéologie, l'éducation libérale. Donc, qu'est-ce qu'on a arrêté de faire dans les années 90 qu'on faisait auparavant à l'école? Alors là, c'est des causes plus, plus circonscrites, plus précises. Il y a eu, dans les années 90, le résultat du collège unique de 75, de l'unification du collège, sur une base qui est la base d'ouverture à l'université. Je vous rappelle qu'en 75, il y avait 2 types de collèges, le CEG et le CES. Le CEG, c'était les professeurs formés en école normale, qui étaient des éducateurs, qui avaient appris à gérer
les comportements des élèves, non pas sur la base de la répression, sur la base de l'éducation. Et puis, il y avait les professeurs du secondaire, du CES, premier cycle de lycée, qui étaient formés à l'université, qui étaient des universitaires et qui se déchargeaient traditionnellement sur des surveillants généraux. Ça veut dire quoi? La discipline. discipline. Le sale boulot au pion, si je le dis vulgairement, pardon, en disant que c'était à eux de punir les élèves qui dérapaient, parce qu'ils n'allaient pas s'abaisser à ça. Voilà, c'était des tâches subalternes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, du coup. Et des personnels subalternes. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les années 90, à la fin des années 90 précisément, je veux dire, entre 97 et 99, on a embauché, tenez-vous bien, 60 000 aides éducateurs. C'est fou. Voilà. Qui on a transformé ensuite en assistants d'éducation dans le jargon de l'éducation nationale, Alors, les AED. Alors, c'est dans ce contexte, en plus, que les relations entre l'école et les familles ne cessent de se détériorer. Il y a une majorité d'enseignants et 9 responsables scolaires sur 10 qui, aujourd'hui, se plaignent de la montée de tensions avec les parents. Tout à fait. Donc, c'est un chiffre étonnant parce que il provient d'ailleurs de l'adresse, c'est-à-dire la direction des enquêtes statistiques du ministère du Travail. Et il montre que, effectivement, 90% des chefs d'établissement et des directeurs d'école primaire se plaignent de cette montée de tension. Et ça veut dire qu'ils sont 10 points au-dessus des forces de sécurité en termes de tension avec le public. C'est fou. Oui, c'est fou. Ça veut dire qu'ils sont plus menacés, plus agressés, plus insultés que des policiers, par exemple, en intervention. Alors notamment jusqu'à l'insulte, la mise en danger, etc. Mais surtout dans les relations concrètes, c'est-à-dire les relations quotidiennes. Le dialogue, voilà, se fait sur le mode de la récrimination, de l'accusation, et on va tout de suite. Il y a plusieurs témoignages dans mon livre là-dessus. On va tout de suite taper à l'échelle supérieure. Un professeur punit un élève, une punition tout à fait normale, il bavarde en classe. Eh bien, on ne va pas aller voir le professeur, on va aller voir le chef d'établissement. Pour dénoncer la punition infligée par le professeur à ses enfants. Et demander la levée de la punition. Et d'un autre côté, il y a une logique à ça, puisque vous dites que ça commence à se dégrader à partir des années 90. Les parents d'aujourd'hui, souvent, en tout cas, étaient à l'école dans les années 90. Oui. Donc, il y a un effet poupée-gigogne un petit peu, Stéphane. Absolument. Oui, Ouais. c'est un effet cumulatif. Arthur de Mais Vatrigan. il y a aussi alors évidemment qu'il y a ça qui existe, que de toute façon chaque parent déteste voir son enfant être puni et qu'il faut toujours se forcer pour prendre de la hauteur et dire le prof a raison. Les miens Non, mais félicitaient les profs. je suis d'accord, mais c'est toujours difficile pour un parent. Et évidemment qu'il y a des parents qui ont trop lu François Dolto et donc l'enfant est roi et l'enfant est un génie et que s'il a une punition, s'il a des mauvaises notes, c'est parce que le prof est un débile qui n'a pas compris le génie de son fils, évidemment. Mais vous avez une troisième chose qui rentre, et vous l'évoquez un peu dans votre livre, c'est justement l'éducation qui rentre avec l'instruction. C'est-à-dire que moi, en tant que parent, je l'ai vécu, des profs qui veulent prendre ma place de parent. Et ça, c'est aussi insupportable. C'est-à-dire qu'il y a le prof qui est là pour instruire, qui doit instruire, et le prof qui éduque. Et que c'est vrai que pour un parent, c'est très compliqué de voir un prof essayer de remplacer le parent et de faire de l'éducation. Oui, moi, j'ai pas beaucoup d'exemples de profs qui prennent la place des parents sur l'éducation. J'ai plutôt le contraire. Les profs qui ne veulent pas prendre la place des parents, qui sont démissionnaires, parce qu'il y a des parents qui éduquent leurs enfants, mais pensez à tous ceux, et le problème de la société française aujourd'hui, c'est justement tous ceux qui n'éduquent pas leurs enfants, pour deux raisons. Et une misère sociale. Je pense à toutes ces femmes qui élèvent seules leurs enfants et qui sont complètement perdues par rapport à l'éducation, et en particulier l'éducation de leurs garçons, qui les laissent sur perdus, un terrain. voilà, dans abandon social, la délinquance, la drogue, etc. Et puis le deuxième, c'est les parents qui abandonnent leurs enfants par conviction idéologique ou par eux-mêmes, laisser faire. Oui, laisser faire, par exemple, ou démission, on va le dire comme ça. Voilà, c'est pour ça. revenir, tiens, quelle différence entre l'instruction et l'éducation? Il faut qu'on y revienne, puisque la nuance sémantique est importante pour ceux qui nous écoutent. On va en parler dans un instant. On va aussi se demander, tiens, à quoi elle sert fondamentalement l'école? Est-ce qu'elle sert à instruire, à éduquer, ou à remettre tout le monde dans le droit chemin? Pourquoi pas? On en parle avec notre invité Jean-Pierre Aubin sur Sud Radio, en compagnie de Stéphane Simon et d'Arthur de Vatrigan. À tout de suite dans le choc des idées.
Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Le choc des idées sur Sud Radio, toujours en compagnie d'Arthur de Vatrigan, de Stéphane Simon et de notre invité Jean-Pierre Aubin, qui publie chez Hermann L'éducation en péril. Quels enfants allons-nous laisser à notre monde? On a presque envie de dire, lorsqu'on vous écoute Jean-Pierre Aubin, quels enfants a-t-on laissé déjà à notre monde, puisqu'ils sont déjà à l'école et que parfois les chiffres de l'indiscipline sont tout à fait éloquents. Juste avant de vous redonner la parole, on faisait une nuance sémantique qui est importante, justement, avec Arthur de Vatrigan. La différence entre l'instruction et l'éducation. Qui doit faire quoi et que doit faire le prof, que doit faire le parent? C'est quoi la différence pour le parent d'élève que vous êtes? Tiens, Arthur de Vatrigan. L'éducation et l'instruction. Ouais. L'éducation, c'est le savoir-vivre en société. Voilà. En fait, vous avez votre enfant et votre rôle de parent, c'est dans le cercle familial, lui apprendre à sortir du cercle familial pour vivre dans le monde. Ça, c'est l'éducation. Bien se et comporter. l'instruction, c'est donner tous les moyens pour l'enfant d'être libre. Et donc de savoir réfléchir, de savoir lire, de savoir compter, parce que c'est des outils qui permettent à l'enfant d'être libre et ensuite de se développer. Et justement, alors quels moyens pour que l'enfant devienne libre et dans quelle école surtout? Une étude a fait grand bruit, elle a été publiée cette semaine par l'Institut des politiques publiques, elle concerne la capitale, lieu de ségrégation sociale s'il en est évidemment. D'ici 10 ans, il y aura autant d'élèves en 6e à Paris, dans le privé, que dans le public. Et à la fin, ça finira par se croiser. Cette étude vous a beaucoup inspiré d'ailleurs, Stéphane Simon. Oui, au moment du choix de l'école, il y a dans le désir de choisir l'établissement un désir de protéger l'enfant, d'assurer sa sécurité qui va bien au-delà de la simple performance scolaire. Les parents attendent de l'école des formes de comportement qui soient inculquées, des principes moraux et actuellement, ils y trouvent de moins en moins leur compte, je pense, dans l'éducation nationale. Alors je demande à notre invité, vous comprenez cela et ce point de vue, comment vous interprétez cette part croissante du privé par rapport au public? C'est quand même un sacré retour en arrière. Alors il faut distinguer la demande et l'offre de ce point de vue. Moi je ne suis pas tout à fait convaincu par l'étude qui est parue dans le journal que vous citiez sur Paris. Pourquoi? Parce que le gouvernement en fait, tient les clés budgétaires de cet affrontement entre le public et le privé. Tant qu'il maintient et parvient à maintenir le ratio 20% pour le privé, 80% pour le public, en nombre de postes d'enseignants, les choses sont un peu sont figées. Il n'y aura pas de grands transferts d'élèves entre le privé et le public. En revanche, si on regarde la demande des familles pour aller vers le privé et quitter le public, mais qui ne rencontre pas d'offre totale en face, là, on peut se poser des questions, effectivement. Et j'en parle dans mon livre, ces parents qui, en particulier à l'entrée en 6e, veulent transférer leur enfant du public vers le privé. Au nom de, au moins, là, on les éduque. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas parce qu'on n'éduque pas et qu'on voudrait se réserver le monopole de l'éducation, c'est qu'on pense que l'éducation dans un établissement catholique, car le privé c'est à 95% ou plus du catholique. On pense que ça va rencontrer les mêmes principes que les principes familiaux. Et là-dessus, je crois qu'on se trompe un peu. C'est-à-dire que, comment dirais-je, Ouais. La compétence morale de l'enseignement catholique peut être mise en question. Mais justement, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que les parents pensent qu'ils vont recevoir une éducation comme eux. Donc en fait, on parle d'une culture commune, et ça veut dire que s'ils quittent le privé, c'est pas forcément pour le niveau. Le public, qui veulent quitter le public, c'est pas forcément pour le niveau, même si ça joue, ou pour la qualité de l'enseignement. C'est parce qu'en fait, ils veulent retrouver une culture commune qu'ils ont perdue dans le privé, dans le public. Et Voilà. donc là, en fait, on arrive au point important qui est souvent oublié volontairement par les ministres successifs de l'éducation nationale, ça s'appelle l'immigration, tout simplement. Et peut-être qu'on peut arriver avec le lien que vous faites, parce que vous avez sorti, tout le monde s'en rappelle, en 2004, le fameux rapport sur l'islamisme. Alors moi j'avais une question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis 2004? Est-ce que ça a empiré ou pas? Et pourquoi à chaque fois on met de côté le sujet de l'immigration, qui est, cette étude le prouve, c'est que les gens quittent le public parce qu'ils veulent retrouver une culture commune qu'ils ont perdue, et l'islamisme est naturellement lié à l'immigration, étant donné que l'islamisme a priori n'est pas lié en Auvergne ou dans l'Allier. Oui, on peut peut-être juste rappeler les chiffres. 35 000 agressions, vous nous disiez tout à l'heure hors antenne, 35 000 agressions liées à des motifs religieux. Par an. Par an. Ouais. Les religieux, c'est pas des bouddhistes. On est d'accord. Jean-Pierre Aubin.
Oui, alors là-dessus, la question que vous posez sur la montée de l'islamisme depuis mon rapport de 2004, c'est dans un livre précédent que je développe, qui date de 2020, et qui est d'ailleurs... Comment a-t-on laissé l'islamisme pénétrer l'école, chez Herman aussi, qui est paru en librairie un mois avant l'assassinat de Samuel Paty, et où je montre que ce qu'on avait observé, nous, l'inspection générale, on était 10 à aller dans l'établissement scolaire, dans un nombre limité d'établissements, c'est diffusé maintenant sur l'ensemble du territoire. Mais les formes d'incidents plus ou moins violents qui se déroulent dans les classes et dans l'établissement scolaire pour des motifs religieux, et essentiellement, vous avez raison, d'élèves qui se réclament de l'islam pour interrompre un cours, pour agresser un professeur, etc., pour demander des droits particuliers dans la vie scolaire, eh bien, se généralise maintenant, non seulement sur tous les territoires, mais y compris dans l'enseignement privé. Y compris dans l'enseignement privé. Et les chiffres sont très, très éloquents. Le nombre d'incidents... les professeurs qui ont connu un incident pour des raisons religieuses sont maintenant 8 sur 10 qui ont peur de ces incidents, en tout cas. Et la moitié d'entre eux s'en sortent d'une certaine manière en s'auto-censurant. C'est-à-dire en refusant, par exemple, ou en renonçant plutôt de faire un cours sur, pourquoi pas, la théorie de l'évolution, ou alors, si on parle des sciences, ou alors sur l'histoire de la colonisation, sur la guerre d'Algérie, sur le génocide arménien. Oui, là-dessus, on a toute une série d'enquêtes de l'IFOP qui sont très parlantes, parce qu'on voit l'évolution du phénomène. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la majorité des incidents n'ont pas lieu dans des enseignements disciplinaires. C'est-à-dire ? Dans des enseignements qui portent sur des valeurs, c'est-à-dire la laïcité, la mixité, l'égalité homme-femme, l'homophobie, les choses comme ça. C'est pas là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Ah oui, c'est là que ça se passe. Oui. Alors que, par exemple, si vous prenez la théorie de l'évolution, c'est très intéressant. Depuis 2015, une enquête du CNRS montre que les collégiens musulmans, qui se déclarent musulmans, pensent très très majoritairement que c'est Dieu qui a créé les espèces vivantes telles qu'elles sont aujourd'hui. Et que 6% d'entre eux, je dis bien 6%, pensent que c'est le professeur qui a raison en enseignant la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que ces êtres, ces créatures, sont le résultat d'une évolution. Mais ça ne provoque pas d'incident dans les classes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on interroge les élèves sur cette question, le professeur interroge les élèves, ils répondent « Vous pensez ça ? Moi, je pense autrement. » Il y a la science, il y a la religion. Chacun son truc. Oui. C'est pas une raison pour s'affronter. En revanche, lorsqu'on enseigne des choses qui font partie, je dirais, de la culture intime, en particulier de la culture familiale, qui remettent en cause des modes de vie importants, comme par exemple les relations de l'homme et de la femme, du père et de la mère. Ou des couples de même sexe, par exemple. Là, on s'en prend à des choses qui apparaissent pour eux vitales et sur lesquelles on va aller jusqu'à pouvoir agresser un enseignant. Donc c'est là que ça dérape. C'est là que ça dérape. Alors ensuite, il y a des sujets d'histoire-géographie qui sont particulièrement sensibles. Il y a le Proche-Orient, mais il y a aussi la guerre d'Algérie, qui est un sujet difficile à enseigner. Et qui vous parle d'ailleurs aussi à vous du fait de votre parcours. Ce serait intéressant d'y revenir, Jean-Pierre Aubin. Moi, je voudrais parler, mais on va peut-être être un peu long. Je voudrais parler de ces deux, parce que, en fait, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est ce voyage que vous faites à travers l'éducation. Et on s'aperçoit qu'il y a deux forces antagonistes dans l'éducation depuis longtemps, et que finalement, derrière chaque pratique éducative, il y a une théorie, si vous voulez. Ouais. Donc, il y a eu pendant très longtemps une école qui était là pour canaliser ce qu'on pensait être la nature perverse de l'enfant. Ça a duré, et on peut dire que ça a duré longtemps. Et puis,
à partir de la fin du 19e siècle, on commence à être bousculé par un penseur qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui a lui retourné le paradigme et qui estime désormais que l'enfant naît innocent et naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Alors après, il y a Maria Montessori, début du 20e siècle, qui reprend la stratégie éducative de Rousseau, explique que l'intervention directe de l'adulte est intempestive et l'éducation est un processus naturel chez l'enfant. Ça va donner plus tard l'éducation libérale qui devient franchement libertaire avec l'expérience radicale allemande, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites un peu la synthèse de tout ça dans ce livre et vous expliquez que finalement, l'éducation doit être conservatrice pour que l'enfant, qui est naturellement révolutionnaire, entre guillemets, puisse dépasser ce qu'il a appris. Oui, mais ça, c'est pas moi qui le fais, c'est Hannah Arendt. Bien sûr. Oui. Je ne suis que son modeste traducteur. Absolument. Et oui, il y a eu 2 révolutions dans l'histoire de l'éducation. La première, c'est Rousseau, effectivement, de l'enfant naturellement mauvais, pervers, jusqu'à Freud, pervers polymorphe, dit-il. Et puis Rousseau qui en fait un être naturellement bon. La première phrase de l'Émile est tout à fait significative. Il y a eu cette révolution en 1961 d'un texte très court, très synthétique, un peu difficile à appréhender, qui est La crise de l'éducation, ce texte de Hannah Arendt, où elle balaye d'un revers de main les 2 conceptions précédentes de l'éducation. Non, l'enfant n'est pas un être n'est pas naturellement bon, naturellement une nature qu'il faut maîtriser, contraindre, corriger, ni un être naturellement bon, une nature qu'il faut épanouir. Il n'y a pas de nature humaine. Ce qui fait l'homme, c'est pas sa nature, c'est sa culture. C'est-à-dire le monde humain, c'est ça qui fait l'humanité chez l'homme. Et c'est ça qu'il faut transmettre. D'où une conception un peu complexe de l'éducation. L'éducation a 2 objets pour Hannah Arendt. L'enfant, il faut lui apprendre la vie, faut aider son développement vital, et puis le monde humain qu'il faut préserver dans la succession des générations. Et tout éducateur ne devrait pas se préoccuper uniquement de l'enfant, mais aussi du monde. Absolument. Voilà. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. On va en reparler dans quelques instants avec vous, toujours Jean-Pierre Robin et Stéphane Simon et Arthur de Vatrigan. Comment reconstruire l'école pour qu'une bonne partie des mots qu'on a cités depuis le début de cette émission dans le choc des idées disparaissent, ou en tout cas que l'école reprenne son rôle. On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Avec Arthur de Vatrigan, directeur du magazine L'Incorrect, avec Stéphane Simon et notre invité Jean-Pierre Robin, auteur notamment chez Hermann de L'éducation en péril. Quels enfants allons-nous laisser à notre monde? Comment reconstruire cette école que de plus en plus de parents tentent de fuir, en tout cas pour leurs enfants? C'est un peu la question qu'on pourrait se poser avec vous, Stéphane Simon. Oui, l'école, c'est aujourd'hui, surtout à la lecture de votre livre, on s'aperçoit que c'est une organisation éducative qui est incohérente. L'école primaire reste un modèle simple, clair. En revanche, le secondaire est en particulier le lycée sont à revoir, on le voit bien. Alors, est-ce que, tout simplement, Jean-Pierre Robin, il faudrait un Big Bang aujourd'hui de l'école ? J'y crois pas. C'est quelque chose qui est inconcevable. Il n'y aura pas de Big Bang de l'école, peut-être hélas. Mais en tout cas, c'est une institution tellement lourde, tellement pesante. Un mammouth, comme avait dit Feu, l'un de ses anciens ministres. Voilà, un pétrolier qui a du mal à prendre des virages, qu'il faut raisonner d'une manière sur le long terme, et en tout cas d'une manière plus raisonnable. Je pense que... Enfin, le pétrolier, pardonnez-moi, mais pour l'instant, il commence à prendre l'eau. Ça va de moins en moins bien. Mais lentement. Oui. Mais donc sûrement peut-être, mais lentement. Je pense qu'il faut raisonner sur des réformes, ou en tout cas des directions plus raisonnables. Moi, je vois 3 directions pour sortir de l'ornière. De l'ornière, oui, dans lequel... s'embourbe le char de l'éducation nationale. La première, c'est, sur le plan de l'éducation, c'est de sortir
vraiment des deux conceptions erronées de l'éducation qui Rapprochez-vous bien de votre micro, Jean-Pierre Robin. Quelles sont les deux conceptions Les alors deux conceptions de l'éducation qui ont dominé jusqu'à présent. Alors la première, c'est l'éducation traditionnelle. L'enfant est un être qu'il faut maîtriser, corriger, etc. On en parlait. On en sort modestement, en tout cas lentement, plus lentement que vous le pensez, puisque je vous rappelle que la Cour de cassation, il y a un mois, a définitivement envoyé au cimetière le fameux droit de correction qui était utilisé par certains juges pour absoudre le châtiment corporel, y compris très sévère, de certains maîtres et de certains parents. Ça, c'est interdit maintenant. Ça y est, les tribunaux ne pourront plus utiliser ce droit de correction. Et l'autre côté, c'est l'éducation libérale. Et l'éducation libérale, mais qui continue encore de faire beaucoup de ravages. Donc, sortir de cette double conception, de ces deux conceptions erronées, pour adopter la conception de Hannah Arendt, c'est-à-dire que l'éducation, au sens large du terme, et là j'y inclus l'instruction, c'est la transmission d'un patrimoine culturel et moral. Et là, on peut faire la distinction entre l'instruction, capital culturel, et l'éducation, capital moral. Oui. Les valeurs, les comportements, etc. Et ce double héritage doit être transmis avec ses ombres et ses lumières, dans son intégralité, selon Hannah Arendt. Pourquoi ? Parce que sinon, si on dit aux enfants, soit il faut faire comme avant, les traditionalistes, ou il faut changer le monde, les révolutionnaires, on les met dans une injonction. Voilà ce que tu dois faire plus tard. Et seule l'éducation telle que le conçoit Hannah Arendt, l'éducation conservatrice, celle qui enseigne le monde tel qu'il est, permet la liberté aux enfants d'accéder à la liberté de faire quelque chose que les adultes n'auront pas imaginé pour lui. Transmettre le réel, finalement, ça pourrait être résumé comme ça. Transmettre le réel. Transmettre le réel dans son épaisseur et dans sa complexité. Et c'est pourquoi le paradoxe de Hannah Arendt, c'est seule l'éducation conservatrice et permet à ce qui est de réellement révolutionnaire chez les enfants d'émerger. Tiens, un révolutionnaire du nom d'Arthur de Vatrigan. Contre-révolutionnaire à la limite, un révolutionnaire sûrement pas. C'était une provocation. J'ai bien compris. Hannah Arendt, j'aime beaucoup le réel aussi, mais le réel d'Hannah Arendt est absolument plus le même que celui d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un truc très simple, c'est qu'il n'y a plus de commun. À l'école, il n'y a plus de commun. Vous avez des gens qui viennent d'horizons différents, qui ne partagent pas les choses, ni l'histoire, ni même la langue, encore moins les croyances, et parfois ça se percute. Dans les familles, c'est pareil, et puis il y en a qui ne savent même pas que le commun existe. Donc comment on fait déjà pour reconstruire un commun ou un collectif ? Parce que sans commun, sans collectif, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de corps social, il n'y a pas de société. Alors je viens de mon troisième point, merci de la transition. Le deuxième point, c'est il faut donner clairement une mission éducative aux professeurs. Et en particulier aux professeurs de collège, qui est une continuité entre la maternelle, le primaire et le collège, avec des enseignants qui ne se désintéressent pas de l'éducation des enfants. Et là, vous allez me dire, oui, mais quelle éducation ? Il n'y a pas de commun. Et là, c'est le problème de l'État, c'est le problème de la formation des professeurs, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que les professeurs aient une formation qui leur permette d'aborder, sans crainte, la dimension éducative chez les enfants. Et cette conception, vous allez me dire, mais quelle est-elle ? La conception de Hannah Arendt, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a à enseigner notre héritage. Il y a un héritage à transmettre. Et cet héritage, eh bien, il permet, une fois devenus adultes, aux enfants de faire quelque chose que nous n'avons pas pu imaginer pour eux. Voilà. Quel est votre troisième point, puisque vous... Le troisième point, je le dis, c'est la formation. Voilà, il y a une étude de l'OCDE qui est TALIS, que j'utilise abondamment dans le livre, auprès des professeurs de entre 50 et 60 pays du monde, qui montre qu'en matière de formation, la France est vraiment
dernière. C'est important qu'on s'y arrête. Les profs français sont moins bien formés que les autres. On a les profs les plus mal formés du monde, si Absolument. je cite cette étude. C'est ça. Formés en quoi ? Alors formé, il y a toute une série de catégories dans l'enquête Thalys. Alors formation dans la discipline enseignée ou les disciplines enseignées, formation à enseigner en milieu multiculturel, c'est-à-dire aux immigrés, aux enfants d'immigrés. On est moins bon en tous les classe autres. hétérogène, voilà, faire ça. numérique, aux outils numériques, à gérer les comportements dans la classe, etc. Il y a 6 ou 7 catégories où on est systématiquement dans les 3 derniers Et du comment monde. on en arrive là, alors même qu'on a un des ministères de l'Éducation nationale les plus fournis en nombre d'enseignants et en membres du personnel du monde Et en budget. et en budget. Ben, on en arrive là, je vais être très direct, à cause notamment de la réforme des années 90, c'est-à-dire le passage, la fermeture des écoles normales et des écoles normales d'apprentissage et la formation de tous les enseignants à l'université, dans des instituts universitaires. Et donc là, on est passé d'un monde où l'enseignant s'occupait des comportements des élèves, avait des choses à leur dire. Moi, j'ai des choses à te dire. Voilà ce que dit l'éducateur. Il ne se décharge pas de responsabilité. Et malheureusement, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qui fait que l'école est devenue ce que vous déplorez. Mais alors, on espère qu'il y aura encore des solutions. On y reviendra peut-être avec vous, pourquoi pas Jean-Pierre Aubin dans un prochain ouvrage. Je rappelle en tout cas le dernier, L'éducation en péril. Quels enfants allons-nous laisser à notre monde ? C'est publié chez Hermann. Merci beaucoup d'être venu sur Sud Radio, Jean-Pierre Aubin. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Stéphane Simon, Arthur de Vatrigan. Je rappelle qu'on peut lire votre magazine L'Incorrect dans les kiosques. Je vous laisse en la compagnie de Laurent Permas, juste après les informations de midi. Place à la vie devant nous. Oui, quand on est bien élevé, autant en profiter jusqu'au bout. Ce sera juste après les infos. Bon dimanche et bon déjeuner.